citoyens, chers amis, camarades, c'est une immense satisfaction de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer le 80e anniversaire du Conseil national de la Résistance, à quelques centaines de pas du 48 rue du Four où se réunirent les résistants qui allaient écrire une nouvelle page majeure de l'histoire de France. Ces hommes avaient décidé de dire non à l'humiliation, à la capitulation, à la soumission face à l'ennemi, tout en formulant le projet de reconstruire radicalement le pays ravagé. Qui aurait pu croire que 80 ans après, dans le contexte de fascisation, d'escalade dangereuse vers la guerre nucléaire en Europe et de délitement de la France dans l'ordre capitaliste sous la domination de l'axe UE-OTAN, ce combat serait plus que jamais d'actualité. Car ces trois belles lettres que sont CNR doivent être revivifiées, et encore plus lorsque l'on voit que l'usurpateur Macron, l'un des grands artisans de la destruction de tout ce que le CNR a mis en œuvre à la Libération, a osé venir mercredi en catimini, toute honte bue, pour déposer des fleurs sous la plaque commémorative du 48 rue du Four. Oui, le CNR est plus que jamais pour combattre celles et ceux ayant fait le choix contemporain de la défaite. Ceux qui sont en train de liquider la souveraineté nationale sans laquelle aucun projet politique, républicain et démocratique, au service et sous le contrôle du peuple de France n'est possible. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre présence, à toutes et à tous, camarades, citoyens, travailleurs, responsables politiques, syndicalistes et associatifs, pour avoir répondu présent à cet appel. Alors pour continuer avec les voix de la résistance, j'appelle Jihad Ouachil, qui est membre du Conseil national de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. Quelle entrée en scène. Oui, bonjour à tous. Donc j'interviens ici pour l'Association républicaine des anciens combattants, qui lors de son dernier congrès a été rebaptisée Association républicaine des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. Autant de choses qui sont d'actualité et qui résonnent avec le CNR et son programme. Donc, la journée historique de la résistance nationale prend cette année une signification particulière pour les 80 ans de la première réunion du CNR, sous la présidence de Jean Moulin. Alors qu'en Europe, le populisme d'extrême droite retrouve de la vigueur dans plusieurs pays, dont la France, et que le risque d'une nouvelle guerre mondiale se profile sur le continent européen. Cette journée doit être l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la résistance, celles portées par le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, comme le courage, la défense des valeurs de la République, le combat antifasciste, le combat pour la paix, le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance, de la laïcité et du respect d'autrui. Des mots qui résonnent particulièrement aujourd'hui au regard de la crise politique que nous traversons en France, en Europe et dans le monde. Le 27 mai 1943, réunis autour de Jean Moulin, les représentants des 8 grands mouvements de la résistance posaient les bases de ce qui deviendra le programme du CNR, les jours heureux. Sécurité sociale, nationalisation du gaz et de l'électricité, de Renault, statut de la fonction publique, droit de vote des femmes, ce programme avait pour ambition de conforter l'existence d'une nation solidaire. Un programme dont les valeurs de partage et de solidarité ont transformé le paysage français et ont donné naissance à notre modèle social unique au monde. Si nous sommes des héritiers, ceux d'un passé, d'une histoire commune, dont la résistance contre l'occupant est un acte majeur, nous sommes toutes et tous aussi des passeurs, ceux qui transmettent aux générations futures le sens du combat des résistants et les valeurs qui l'ont sous-entendu, qui ont sous-tendu. Nous devons être attentifs, veiller, nous montrer dignes de cet héritage, construire l'avenir tout en protégeant ce si précieux modèle social. Nous devons continuer à nous montrer à la hauteur de ce patrimoine en continuant la lutte pour la liberté, l'égalité, la justice et la lutte contre le fascisme. Le combat doit continuer avec une grande vigilance de la part de tous. Chaque jour, les attaques, les destructions, depuis 40 ans, remettent en cause ce qui a été construit par nos aînés en 1943. Les acquis du CNR sont fragiles. En mémoire de ces résistants, de leur courage, de leur combat et de leur sacrifice, défendons-les. Il y va de notre avenir. Nous avons le devoir
Nous devons faire connaître aux jeunes générations leur engagement pour libérer la France du joug nazi et lui rendre sa souveraineté. C'est notre responsabilité. Ce travail de mémoire est capital au moment où la paix en Europe est menacée, où la planète risque un nouveau conflit mondial. Il y va de l'avenir des peuples. Merci à tous. Alors, pour continuer sur le thème de l'histoire de ce CNR, j'appelle Alcide Carton, qui est président de l'Association des Amis de Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution. Alors, voilà, je vous remercie de cette invitation faite à l'Arbre, les Amis de Robespierre, d'intervenir auprès de vous et d'échanger quelques mots à propos de Robespierre, bien sûr, et de la Révolution française. Alors, je commencerai par ces quelques vers d'une chanson des Sans-Culottes que, paraît-il, Robespierre aimait beaucoup. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. C'était un chant obligatoire du certificat d'études, en gros à partir de 1930 jusqu'à 1956 à l'abolition du certificat d'études. Nul doute que les 218 fusillés mineurs, les 144 mineurs communistes du mur des fusillés à Arras, avec leurs amis d'autre bord, connaissaient parfaitement ce chant révolutionnaire. C'est donc un honneur pour nous et la reconnaissance du travail que nous menons pour faire connaître qui est Robespierre et comment sa mémoire aujourd'hui représente l'avenir. Les jours heureux, programme de la résistance. Ah, j'oubliais parce que si je ne le dis pas maintenant, après je vais l'oublier. Dès 2025, vous pourrez visiter le musée Robespierre d'Arras. Nous venons d'inaugurer sa préfiguration. « 35 ans de combats, de discussions et de négociations avec la mairie d'aujourd'hui, et sans doute parmi vous des signataires de la pétition que nous avions engagée dès 2012 pour la création d'un musée à Arras où nous avions recueilli près de 7000 signatures. Les jours heureux, disais-je. Quoi de mieux que les idéaux révolutionnaires dans lesquels la question du bonheur est posée dès le début de la Révolution. Rappelons cette phrase célèbre de Saint-Just. La Révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur, de la liberté publique par ses lois, et ses élancements n'ont point d'autre objet et doivent renverser tout ce qui s'y oppose. Ou encore, l'article 1 de la Constitution de l'an 1, dont nous fêterons aussi l'anniversaire le 24 juin. Le but de la société est le bonheur commun. Quoi dire d'autre sur la Révolution française que ce qu'elle nous amène n'est pas un problème de mémoire, mais un problème d'avenir. La question du bonheur demeure toujours posée à nos citoyens. Et puis, bien sûr, cette phrase de Robespierre, il faut bien que je parle de lui, l'homme est né pour le bonheur et la liberté, et partout il est esclave et malheureux. C'était en 1788, avant les événements que vous connaissez. Écoutons donc aussi Raymond Aubrac, interviewé dans un documentaire de Gilles Perret, qui s'appelle d'ailleurs Les Jours Heureux. Les idées de la Révolution, dit Raymond Aubrac, sont dans la tête des rédacteurs du programme national de la résistance. Et finalement, si on cherche un peu quelle est l'identité française, maintenant de nos jours, eh bien il y a le programme du Conseil national de la résistance. Et même si on ne peut enlever les racines judéo-chrétiennes de notre pays et les souvenirs de la Révolution. J'évoquerai tout d'abord à grands traits quelques idéaux démocratiques.
On veut la tête de Robespierre, ma parole. Il vous reste 1 minute, donc je pense que vous n'avez pas le temps de... Non, j'ai fini. Il faut raccourcir un tout petit peu. Voilà. C'est bon, vous pouvez y aller. Je peux y aller. Allez-y. Alors en premier lieu, merci. En premier lieu, je voudrais rappeler que c'est la Révolution et la première République de 92 qui nous rappellent que c'est le peuple qui fait nation et que c'est le peuple qui est souverain. En second lieu, je ne puis ne pas rappeler ce que le peuple retint de Robespierre tout au long de la Révolution, mais dans la mémoire qu'il transmit de l'incorruptible. Robespierre, vous le savez, est incorruptiblement du peuple. Et il est le rédacteur l'un des rédacteurs principaux de la Constitution de l'an 1 qui demeure jusqu'à présent inégalé. Ma voisine me dit, il me reste 10 secondes. Et je citerai juste un article, donc. La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la pitié filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus. Donc je demeure, et nous demeurons à l'Arbre aujourd'hui, ça marche, très vigilants, surtout quant aux interprétations ou à l'instrumentalisation de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Habilement, elle vise à dénaturer toute intervention populaire dans sa marche. Et à la manière des thermidoriens, elle s'institue a posteriori parangon des présentations volontairement déformées. Nous devons plus que jamais entrer en résistance contre cet empoisonnement des esprits, ce retournement et ce viol des valeurs de progrès. C'est à quoi l'Arbre s'attache lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux de la Révolution française. Je vous remercie. Alors merci. J'appelle maintenant deux personnes qui vont nous parler un petit peu plus de dimension sociale et économique des échos du CNR d'aujourd'hui. Alors tout d'abord Jean-Pierre Crépin, qui est économiste et écrivain, membre des Gilets jaunes constituants. Merci les copains, merci les camarades. Je vais faire court, le plus court possible. John Maynard Keynes, le plus grand économiste de tous les temps, a écrit dans la théorie générale, le livre culte, les gens ne se rendent pas compte, mais leurs vies ne sont que le fruit d'idées d'économistes défunts. Aujourd'hui, la situation est encore pire. Nos vies ne sont plus que le fruit de scénarios de banquiers centraux non élus. Le capitalisme du XXIe siècle a muté. Il s'est transformé en néo-ordolibéralisme, le libéralisme autoritaire. Le libéralisme autoritaire ne reconnaît plus que deux ennemis, le fascisme et l'islamisme, en sachant que le fascisme contenu dans un parlement, comme ça se passe en Italie ou même comme ça se passe en France, est considéré comme un gage de sérieux pour la money power, pour l'ordre de la dette et le pouvoir créancier. Voilà à quoi nous sommes confrontés, puisqu'en fin de compte, on nous demande tous les 5 ans de faire un chèque en blanc à un boutiquier, gérant minoritaire, qui va aller négocier avec Bruxelles pour qu'on fasse fonctionner la planche à billets. Eh oui, car en période de crise, vous le savez, même les billets font la planche. En face de ce libéralisme autoritaire, vous en avez eu un exemple avec la réforme des retraites, vous allez avoir un deuxième exemple prochainement avec le retour de la loi scélérate, la loi anti-casseurs qui envoyait à mon époque des dizaines et des dizaines de copains et de camarades en prison pour 2 ans, dont moi d'ailleurs, il faut bien le dire, simplement parce qu'ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la responsabilité collective. Vous en aurez dans la suite un exemple qui va sortir en septembre avec la loi sur les fake news et les propos offensants qui pourra envoyer chacun d'entre nous en prison. Alors, face à ce libéralisme autoritaire,
le panorama, c'est le suivant. Il ne reste plus que des partis maastrichtiens, tous agenouillés devant la valeur travail. Une valeur qui, depuis les années 80, n'a cessé de décroître au profit du capital et qui ne représente aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, plus qu'un tiers du processus de valorisation du capital. Les sociétés les mieux valorisées étant, comme vous le savez, les sociétés qui n'emploient personne, les sociétés de plateforme qui emploient des auto-entrepreneurs précaires. Voilà. Face à cette... Alors, nous demander aujourd'hui clairement de nous agenouiller devant une valeur travail que notre ennemi, le capital, ne lui reconnaît plus, c'est tout simplement de demander d'être le cocu qui paye la chambre. De même, avec la guerre sans guerre qui sert de prétexte à financer une transition écologique que ni les élites, ni les maxi-profiteurs de la crise ne veulent financer, c'est encore une deuxième fois de nous demander d'être cocu qui lui paye la chambre. Alors n'en déplaise à Bruno Le Maire, le célèbre romancier économiste, eh bien non, nous ne nous mettrons pas en posture d'offrande. En posture d'offrande, nous avons compris il y a très longtemps que le sol n'est jamais assez loin pour celui qui désire se soumettre. Eh bien nous allons continuer à marcher debout, et c'est dans ce sens-là que j'ai répondu à l'appel de Fadi Kassem pour la constitution d'un nouveau CNR. Merci. Bravo. Merci beaucoup. J'appelle ensuite donc Gwenaëlle Agathe, membre du collectif Citoyens Souverains. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Chaque année qui passe grandit l'évidence de la nécessité d'actualiser le CNR. La réunion de la rue du Four était clandestine et son objectif était clair. La volonté souveraine était centrale. Or, actuellement, souveraineté et indépendance nationale sont le combat que doivent porter les forces progressistes nationales. Et ce d'autant plus que la géopolitique mondiale est en train de vivre un chamboulement impressionnant. Chaque nation, chaque population doit, pour se construire un avenir, travailler le chemin de sa souveraineté. Les camarades ici présents sauront développer les aspects institutionnels et républicains de la souveraineté. Je m'attarderai donc plutôt sur la souveraineté sur le travail, qui, en d'autres termes, peut être nommée réappropriation des moyens de production. Sur ce chemin, on doit énormément au CNR, qui a posé les bases de la mise en place du régime général de sécurité sociale. Les conquis imposés grâce à l'esprit de 1945 se nomment cotisation sociale, convention collective, taux de remplacement pour le calcul des pensions de retraite. Tous ces mots ne sont pas seulement techniques, ils sont aussi une réelle assise politique. Ils sont des preuves que nous savons faire. Ils sont des preuves que nous savons concevoir et que nous savons administrer. Les hôpitaux de France et leurs services de soins généralistes, pédiatriques, gériatriques, psychiatriques ont pu atteindre l'excellence qui leur a été reconnue mondialement parce que le financement a été guidé par une logique de besoin. La logique de profit qui s'est introduite dans ces hôpitaux sous le nom de tarification à l'activité est à traduire ainsi. Et je rapporte ici les propos d'un médecin conscient de la guerre que nous livre le capitalisme. Il est plus rentable de laisser le pied d'un patient se gangréner pour ensuite l'amputer que d'accompagner de nouveaux diabétiques pour qu'ils soient capables de prendre en charge leurs soins quotidiens. Autre exemple dans l'actualité, nos lycées professionnels liquidés pour laisser place aux formations tertiaires lucratives et aux formations industrielles sous la coupe du patronat. Mort d'un outil de souveraineté.
Nous avons désormais le niveau d'éducation pour prendre en charge l'organisation de nos structures de production, en bonne intelligence avec les autres nations du monde. Ne laissons pas le capitalisme poursuivre ses desseins d'amputation de nos capacités. Ne lâchons plus sur aucune de nos exigences de souveraineté, et en particulier sur la souveraineté sur le travail. Alors nous avons aussi parmi nous aujourd'hui des associations républicaines, la Fédération nationale de la libre pensée dont je vais lire la contribution et ensuite nous aurons aussi des interventions de l'association Courriel et l'association pour une constituante. Et juste avant, je voudrais saluer la présence de François Boulot qui est venu soutenir ce rassemblement, donc avocat et gilet jaune. Et voilà. Content de sa présence. Donc je vous lis une contribution de la Fédération nationale de la libre pensée dont le texte intégral sera diffusé sur le site d'Initiative communiste. Donc, chers camarades du pôle de Renaissance communiste en France, la Fédération nationale de la libre pensée vous remercie fraternellement de votre invitation à votre grand rassemblement pour le 80e anniversaire du CNR et pour poser les bases d'une convergence nationale pour la résistance et la reconstruction. Une CN2R ayant pour ambition de reconquérir la souveraineté populaire et l'indépendance nationale afin d'en finir avec l'ordre euro-atlantique. Vous avez raison de lutter contre la réaction qui veut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et balayer tout ce qui a été arraché pour établir une véritable démocratie politique, économique, sociale et laïque, comme beaucoup l'ont voulu dans la résistance contre les nazis et contre le régime cléricalo-corporatiste de Vichy de Pétain. Mais la réaction n'est pas que de noirs vêtus et cagoulés en marchant au pas de loi. Elle est principalement au gouvernement qui démolit un par un pour satisfaire les besoins du capital, de l'Union européenne et du Vatican, ce qui au fond est la même chose, tous les acquis arrachés par la lutte des classes et la lutte démocratique. Nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes adversaires. Le 4 décembre 2018, une rencontre avait eu lieu entre une délégation du pôle de Renaissance communiste en France et une autre de la Fédération nationale de la libre pensée à son siège parisien. Et nous avions fait une déclaration commune qui disait, notamment, les deux organisations ont procédé à un tour d'horizon sur la situation préoccupante que nous vivons actuellement. Nous assistons à une véritable dérive autoritaire d'un régime en crise. Face aux revendications qui sourdent de toute la société, le pouvoir n'a qu'une réponse, l'autoritarisme croissant pour dire non aux demandes justifiées de la population, menace d'instaurer l'état d'urgence qui renforcerait les dispositions de la loi sécurité intérieure qui introduit dans le dispositif normal et légal des mesures permanentes de l'état d'urgence et interdiction des manifestations et rassemblements. Des rassemblements à l'initiative de la libre pensée devant les préfectures ne sont pas autorisés. Des délégations demandées se voient obtenir des réponses de refus. Si l'état d'urgence était proclamé, comment ne pas considérer qu'il signifierait une déclaration de guerre à toute la population qui revendique ? La Fédération nationale de la libre pensée et le PRCF comprennent la colère qui monte dans tout le pays et qui s'exprime par la mobilisation des Gilets jaunes et par les manifestations et grèves syndicales pour la défense des acquis sociaux et la satisfaction des revendications. Et ces deux organisations soutiennent ce mouvement de refus de démantèlement et de régression. Il faut préserver et élargir tous les acquis démocratiques et sociaux. Il faut satisfaire les revendications de la population et des travailleurs. Il n'y a pas un mot à changer. Seulement, il faudrait ajouter que nous assistons aujourd'hui à une répression jamais vue, sinon pendant la guerre d'Algérie. Rappelons-nous qu'en 1947, le ministre Jules Mock, de sinistre mémoire, avait ordonné que les ordres soient donnés aux forces de répression en allemand pour que cela ne soit pas compris par le citoyen lambda au cas où. Il y avait une sorte de continuité dans la barbarie policière. Dans la récente période, on n'a pas eu le droit à la langue allemande, mais à un préfet particulièrement répressif et réactionnaire du même nom. Paris a été de nouveau sous la botte de l'allemand. Il faut ajouter à cela aussi la loi liberticide sécurité globale et la loi profondément anti-laïque, dite séparatisme, et la destruction de nos retraites, arrachées en 1945. La police est devenue la garde prétorienne d'un régime à l'agonie, celui des institutions de la Ve République, qu'il faut balayer par la mise en œuvre d'une constituante élue et souveraine.
La parole doit revenir au peuple. C'est pour cela que la Libre Pensée vous invite fraternellement à participer au rassemblement dans toute la France que nous allons organiser en septembre pour célébrer à notre manière l'avènement de la Première République et la Constitution démocratique de 1793 qui a proclamé le droit à l'insurrection du peuple quand ses droits sont bafoués, ce qui est pleinement le cas aujourd'hui. Vous avez toute votre place dans ces rassemblements, alors camarades du PRCF et tous ici réunis, tous ensemble pour changer le monde. Donc Christian Echen, secrétaire général de la Fédération nationale de la Libre Pensée. J'appelle donc maintenant Mathieu Varnier, roboticien, secrétaire général du Courriel, le collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique, association progressiste de défense de la langue française et de toutes les langues du monde face à l'imposition de l'anglais des multinationales. Chers amis, le Conseil national de la résistance. Ce 27 mai 1943, ce que ces 20 hommes lancent alors nous aura apporté la sécurité sociale, l'indépendance de la presse, l'économie mixte des 30 Glorieuses, notre place à la table des vainqueurs et un siège permanent à l'ONU. Et aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans leur héritage, ces jours heureux qu'ils ont esquissés au plus sombre de notre histoire. Mais aujourd'hui, plus encore que de ces grandes avancées qu'il nous faut à présent défendre ou reconquérir dans la rue et face à Vichy revenu, c'est de leur exemple dont je veux me souvenir. Imaginez, juin 1942, la Wehrmacht était encore invincible. Elle à la maille n'aurait lieu qu'un mois plus tard. Stalingrad n'avait même pas encore commencé. L'espoir, à cette heure, ne tenait pas du luxe, mais quasiment de l'absurde. Ceux qui se dressèrent alors ne faisaient pas un calcul, ne cherchaient pas à peser dans une balance bloquée, et si vaincre était leur but avoué, ce n'était même pas encore une motivation. Et c'est pourtant dans ce moment que Jean Moulin installe son comité des experts. C'est au cœur de la défaite qu'est pensée la libération. Avant les grands maquis, avant l'infléchissement des forces, des hommes ont pris le temps de redéfinir le contrat social. Quelle leçon! La première leçon. Alors que trop de nos concitoyens guettent les signes de faiblesse du pouvoir et mesurent les chances de succès d'un mouvement social avant d'aller manifester, alors que tant d'entre nous choisissent leur combat et mesurent leurs efforts dans une espèce de rentabilité civique, ils ont pris les armes, ils ont défié l'occupant et ses milices, et ils sont même allés jusqu'à se concerter sur un programme de gouvernement. Ainsi, leur héroïsme glaçant n'avait rien de vague ou de désintéressé. Ils n'étaient pas les supplétifs volontaires du retour au pouvoir de la grande bourgeoisie locale. La France qu'ils défendaient n'était pas tant un territoire qu'une fraternité concrète, pas tant un mode de vie qu'une organisation sociale. Derrière le CNR, il y a des hommes traqués, promis aux pires tortures, et qui ne se battent pas sur de lointains champs de gloire, mais dans leur ville, à 2 pas de leur foyer. Et que font-ils quand ils prennent, il y a 80 ans, le risque de se retrouver ? Compter les hommes, les fusils, les munitions, les ponts à détruire, les usines à saboter ? Certainement, mais pas que. Ils définissent déjà l'après, un monde meilleur. De cette terre humiliée qu'ils se battent pour libérer, ils vont refaire une France. Et ils savent, ces grands de l'ombre, qu'il faut plus que des armes et des mains déterminées. Pour forger une France, il faut des idéaux. C'est leur grande leçon. Tout est politique. Même résister aux Allemands, combattre l'occupant, c'était politique. Le véritable patriotisme est politique. Parce qu'en France, depuis la Révolution, la patrie n'est pas une idée, un état de fait, ni le fantasme chaleureux d'une grande famille culturelle. C'est un projet. Dans la grande tradition française, celle que l'on aimerait nous voir oublier, ils étaient autant des résistants que des révolutionnaires. La France s'est refondée au sortir de l'ancien régime par l'envie de république. Elle s'est rassemblée autour de droits nouveaux. La France est une adhésion. Alors quoi que vous combattiez aujourd'hui, militants, citoyens, syndiqués, ne vous contentez jamais de contrer les coups et songez, si écrasant que soit l'exemple de leur bravoure, que ceux qui défièrent la Gestapo et la Waffen-SS ont pris le temps et le risque inouï de penser l'état social, la justice au travail et la sécurité des parcours de vie. En France, citoyens, on est frères d'armes qu'en faisant rêve commun. Quel que soit notre combat et tous à notre niveau, à notre manière,
Nous ne combattons pas une contre-réforme, une régression locale, un employeur avide ou un gouvernement corrompu. Français, dans tous tes combats, c'est la République que tu défends. Aucun combat n'est isolé car tous participent de la société juste et fraternelle que nous nous sommes promis et dont la fière devise nous hurle nos devoirs. Liberté de notre destin collectif, que ce soit contre l'or du Reich ou des grandes banques. Égalité de tous pour y participer. Fraternité, notre but et notre véritable identité. Les luttes ne se concurrencent pas, elles se complètent. Et parmi elles, il y en a une qui me tient à cœur car elle les contient toutes, elle les soutient toutes. De mots d'ordre en discours fondateurs, de tracts en débats enflammés, elle se réinvente sans cesse pour forger nos combats, nos concepts, la langue. Elle nous apporte la voix des grands penseurs du socialisme et du marxisme, les rêves immenses de la Convention, l'audace insensée de la Constituante, l'humanité, les lumières. Elle se démène dans l'ombre de nos émotions, de nos espoirs. Et que faisons-nous pour elle? Rien. L'ennemi a bien compris sa valeur, lui, quand il la chasse de nos universités, quand il la supplante dans l'entreprise, quand il la marginalise dans l'espace public, quand il la dépaisse mot par mot pour lui substituer cette catin docile du globish, cet anglais des affaires dont les mots valises et creux portent tout le projet libéral en sourdine. Tout est politique, toute lutte est république, et la langue française est l'arme de notre français face à la propagande des actionnaires. Citoyens, ne désarmons pas. J'appelle maintenant David Gerbaudy de l'Association pour une Constituante. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous et merci au PRCF pour cette belle initiative. Aujourd'hui, nous sommes ici, place Saint-Sulpice, pour célébrer le Conseil national de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance nous convoque, nous interpelle, nous montre le chemin. Le Conseil national de résistance, organe fédérateur, coordonne les groupes de résistance, mais regroupe aussi des hommes et des femmes de sensibilités bien différentes. Des communistes aux gaullistes, des militants de la CGT à ceux de la CFTC. Ces personnalités si différentes vont pourtant aboutir à un programme commun, non sans lutte bien sûr et rapport de force, qui nous guide encore les jours heureux. Il nous guide dans sa construction démocratique, dans son programme ambitieux, au sortir de la guerre alors que l'économie de la France était exsangue. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage démocratique, de ce progrès social? L'électricité, la sécurité sociale, les retraites? Il ne reste que peu de choses malgré les luttes sociales. Les manifestations de ces derniers mois le démontrent. Le pouvoir en place tourne le dos au peuple, tourne le dos à la démocratie. Oui, la justice sociale, la démocratie et la paix sont tous les jours un peu plus menacées. Lorsque le peuple est dans la rue, on ne l'entend pas. Et le Parlement, à l'Assemblée, non plus. Pire, on passe en force. Comme vous tous, l'Association pour une Constituante considère que la voix du peuple doit être entendue. Visiblement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas comme nous. Nous devons dire « ça suffit ». Ça suffit, revenons à des choses simples que l'on connaît. C'est l'élection d'une assemblée constituante. C'est un processus qui se caractérise par le moyen, qui se caractérise par le retour du pouvoir par le citoyen. Il faut redonner la parole aux citoyens dans un cadre qui est connu, la commune, et organiser le débat sur les futures institutions dans un cadre clair et simple. Chacun s'exprime et l'on prend les décisions par le vote.
Depuis la victoire du peuple français le 29 mai 2005, bafoué par le traité de Lisbonne, les fossoyeurs de la République n'ont que du mépris pour le peuple. Il faut s'appuyer sur nos victoires passées pour préparer les victoires de demain. Je remercie encore une fois l'initiative du PRCF. Et pour conclure, je vous donne rendez-vous le 29 mai à 19h au Jardin des Tuileries, en face du 228 rue de Rivoli, tout proche de la plaque qui marque la proclamation de la République, pour célébrer la victoire du peuple français le 29 mai 2005. Merci. À quelle heure ? 19h. Nous avons aussi parmi nous aujourd'hui des formations politiques progressistes, notamment donc le Mouvement pour un socialisme du XXIe siècle et le PARDEM. Donc j'appelle tout d'abord Patrice Hémet, porte-parole du MS 21, Mouvement pour un socialisme du XXIe siècle, à s'exprimer. Chers camarades, d'abord un grand merci au PRCF pour son invitation qui nous honore. Je représente donc le MS 21, Mouvement pour un socialisme du XXIe siècle. Il est assez difficile d'imaginer l'ambiance qui devait baigner la confrontation présidée par Jean Moulin entre ces 19 personnes, je crois, au premier étage de la maison du 48 rue du Four, le 27 mai 1943. Il est sûr que la moindre indiscrétion, sans parler même de trahison, aurait signifié pour tous ces participants une arrestation, de probables tortures et la mort. D'ailleurs, la fin tragique de Jean Moulin, qui est arrivée quelques semaines après, en est une très triste illustration. Mais ce qui est frappant, et qui appelle de notre part une admiration qui doit se poursuivre et être entretenue auprès des jeunes générations en particulier, c'est que dans un tel contexte, ils ont eu la capacité d'envisager une construction politique générale, qui pas circonstanciée, qui est valable pour les générations futures, qui auraient la chance de vivre dans l'après-guerre. Et le texte qu'ils adoptent ce jour-là, qui est la matrice des futurs jours heureux, qui baigne encore notre fonctionnement social, ne serait-ce qu'à travers la sécurité sociale, ne se résume pas à un simple plan d'action pour libérer un territoire. Il prévoit de rendre la parole au peuple, ce qui est un vaste programme qui est loin d'avoir été accompli. Il prévoit de rétablir des libertés républicaines dans un État garant de la justice sociale et qui aura un certain sens de la grandeur, du rayonnement de la France dans le monde. Malheureusement aussi, une voie qui est considérablement altérée par nos gouvernements successifs. Il serait assez légitime de remarquer que la période actuelle présente certaines analogies troublantes, même s'il faut se méfier de comparaisons un peu hâtives et noter, alors là je vais peut-être mettre un petit bémol par rapport aux interventions précédentes, noter la solidité aussi de ce qui a été établi à cette époque-là. Parce que si le mouvement néolibéral a juré de s'attaquer à la sécurité sociale, il faut reconnaître qu'il a du mal, qu'il se casse un peu les dents sur cette institution emblématique de la République et qui résiste plutôt pas mal. Moi, je suis assez frappé qu'au bout de 40 ou 50 ans d'attaques récurrentes sur cette institution, elle soit encore vivace et elle soit plébiscitée par l'ensemble du peuple, ou du moins par sa très grande majorité. Pour terminer, je voudrais laisser la parole à Jean Jaurès pour apporter une note d'optimisme. Il disait
En substance, il y a en France, sur des problèmes vitaux, une certaine inertie de la pensée qui nous expose à des surprises, jusqu'au jour où se produisent ces réveils qui viennent heureusement, quoiqu'à de trop longs intervalles, sauver notre pays. Je vous remercie. J'appelle maintenant Michel de Seine, président du PARDEM, le parti de la démondialisation. Bonjour camarades et amis, je suis présidente du parti de la démondialisation dit PARDEM, dont je n'aurai pas le temps de vous parler évidemment aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez manipuler allègrement votre clavier pour trouver son site internet. D'abord, merci évidemment au PRCF pour avoir pris cette initiative. Je pense qu'il est une initiative symbolique, forte, et on ne pouvait pas rester dans le silence aujourd'hui. Alors évidemment, en ce jour anniversaire, nous avons tous en tête ceux et celles, car il y eut des femmes nombreuses, qui ont résisté sans relâche au péril de leur vie à l'occupant allemand, au nazisme et au fascisme. Il y a certainement ici, parmi vous, parmi nous, des militants qui ont dans leur famille eu des membres résistants. C'est aussi pour eux que nous parlons aujourd'hui. Nous avons tous en mémoire le courage des résistants et leur intelligence. Mais la création d'un Conseil national de la résistance n'était pas une opération facile, ni gagnée d'avance. Les divisions étaient fortes, les inimitiés étaient nombreuses, mais finalement, c'est la nécessité première qui l'a emporté. Le Conseil national de la résistance est né de la volonté de d'abord reconquérir la liberté et la souveraineté de la France et de son peuple. Mais le CNR est allé bien plus loin, en établissant un programme pour la France d'après la libération. Alors vous le savez, on l'a dit, ce programme est toujours dans la ligne de mire des néolibéraux. Autrement dit, des capitalistes mondialisateurs et des classes dirigeantes qui les servent. Le danger est là, toujours plus grand, toujours plus réel, que la sécurité sociale dans toutes ses dimensions, les services publics ne soient plus que de vagues souvenirs d'ici quelques années. Je ne partage pas l'enthousiasme du précédent intervenant, même si c'est un camarade. L'ennemi d'aujourd'hui continue son œuvre de destruction et rien ne l'arrête. Et ça, nous le savons, vous le savez. Alors que faire, comme certains l'ont demandé avant nous, bien entendu, que faire? Trouver les voies de la coopération, c'est certain. Mais comment? Le chantier est vaste, le chemin est compliqué. Oui, c'est vrai. Et quelquefois, il nous fait renoncer à agir ensemble. Oui, si nous ne regardons que nos propres organisations, mais bien moins difficile et bien moins escarpé si nous voyons clairement combien le peuple de France est capable et volontaire pour se mobiliser malgré toutes les propagandes médiatiques qui servent sans vergogne l'idéologie des gouvernants au service de l'Union européenne. Dans 2 jours, le 29 mai, cela fera 18 ans que le non au traité constitutionnel aura eu lieu. La victoire, là encore, n'était pas gagnée d'avance. Mais là encore, c'est la force et l'intelligence populaire qui a permis d'infliger une claque à la fois au gouvernement, à l'Union européenne et bien sûr au grand patronat. Mais comme ce non mettait un bâton dans les roues de l'Union européenne, les classes dominantes n'ont pas hésité à trahir le vote des citoyens en faisant adopter le traité de Lisbonne par les parlementaires français, j'ai bientôt fini, et en l'inscrivant dans la Constitution européenne. Nous vivons donc désormais sous le joug encore plus serré de cette Union européenne et d'une multitude d'instances supranationales, dont l'OTAN, qui constitue une armée active contre les intérêts du peuple et en particulier des catégories populaires et de la classe ouvrière. La bataille pour la reconquête de la souveraineté populaire et nationale devrait donc désormais être à tous notre priorité.
Et c'est sans doute ainsi que la filiation entre le CNR et nos engagements politiques, sociaux, syndicaux prendront tout leur sens. Alors créons dès aujourd'hui des comités de lutte pour poursuivre cette bataille cruciale. Mais regardons plus loin, comme le firent les résistants. Ces comités devraient s'inscrire dans la perspective de sortir de la Ve République, de définir une nouvelle constitution, s'extirper des griffes de l'Union européenne. Ce sont les conditions indispensables pour que naissent de nouveaux jours heureux. Un appel dans ce sens a été lancé par la Sociale et le Pardem. Il est ouvert à la signature de tous ceux qui allient souveraineté et État social et démocratique. L'important, c'est d'agir ensemble. Et j'espère que nous réussirons. Merci. Ça a été le temps. Merci. Alors avant de terminer ensuite par les prises de parole des formations communistes, puisque les communistes avaient quand même le rôle moteur dans le CNR, nous allons donner aussi la parole à des représentants de la jeunesse et du syndicalisme. Alors j'appelle maintenant Juliette de Sterck qui va parler en tant qu'ouvrier et responsable de section syndicale CGT des transports. J'espère qu'on m'entend quand même. Chers camarades, chers amis et défenseurs en acte de l'histoire du Conseil national de la résistance et des véritables réformes sociales, démocratiques, patriotiques et nationales qu'il a permis d'arracher à la libération. C'est effectivement en tant que militant syndicaliste de la CGT et ouvrier des transports que j'interviens aujourd'hui à l'appel du PRCF pour participer à cette célébration des 80 ans du CNR, mais aussi pour évoquer sa brûlante actualité, tant le gouvernement Macron comme les gouvernements maastrichtiens successifs depuis les années 90 n'ont fait que défaire méthodiquement le programme du CNR, comme aimait à le dire, ça a été dit tout à l'heure, et à le revendiquer Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF. Défaire est pourtant une bien pâle synthèse de leur politique de destruction de nos services publics, de démembrement des monopoles publics de l'énergie ou encore du transport issu des grandes nationalisations de 1945, d'écrasement de la démocratie parlementaire, si critiquable soit-elle, ou encore de saignement à vif de nos fleurons industriels nationaux, voire de notre industrie tout court. Enfin, et par voie de conséquence, ce sont toutes les conquêtes sociales et humaines de la classe ouvrière de France et du monde du travail, renforcées et arrachées, certes non sans contradiction interne, grâce à l'existence du CNR et à la mise en application de son programme Les Jours Heureux, qui sont les unes après les autres balayées par les impératifs et dictats capitalistes et supranationaux de l'Union européenne, par le viol permanent de notre République, de notre démocratie si imparfaite soit-elle, et de l'idéal républicain, et par une répression antisyndicale toujours plus physique qu'accomplissent avec zèle certains éléments réactionnaires, voire carrément néo-nazis dans la police nationale ou de la gendarmerie, dans le plus grand écœurement de la plupart de leurs collègues et en mépris du drapeau tricolore qu'ils sont censés avoir embrassé, symbole, entre autres, de la résistance française patriotique et antifasciste, sous lequel ils arborent, encore une fois pour certains, le plus librement du monde, jusqu'à la croix gammée de l'occupant nazi. Nous célébrons les 80 ans du Conseil national de la résistance, mais surtout, nous ravivons sa flamme. Car face à toutes ces destructions sociales, face à toutes ces trahisons économiques, industrielles et politiques, comme d'ailleurs cette récente menace coalisée du Macronat et de l'Union européenne contre le fret ferroviaire de la SNCF, et face à l'arrogance et au mépris que subissent dans leur chair les travailleurs, la classe ouvrière et le peuple français, il est plus qu'urgent de redonner vie et corps à ce qui fut alors, à la libération, une véritable alternative politique pour la France.
En ce sens, je ne peux qu'encourager l'ensemble des syndicalistes de classe qui mènent tous les jours et pied à pied la lutte contre l'exploitation capitaliste qui gangrène notre pays, à appuyer et à s'unir aujourd'hui autour de ce que le PRCF appelle l'alternative rouge et tricolore, qui associe le drapeau tricolore de la Révolution française et le drapeau rouge de l'internationale prolétarienne, qui propose le Frexit progressiste, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme exterministe, et qui, comme le mentionne l'appel de ce rassemblement, ne demande qu'à se développer dans le cadre d'une convergence nationale pour la résistance et pour la reconstruction d'une France forte, libre, indépendante, démocratique et souveraine. Une convergence nationale pour la résistance et la reconstruction ouverte aux forces franchement communistes et insoumises, aux syndicalistes de combat, aux gilets jaunes, aux patriotes et républicains antifascistes, aux forces pacifiques et prises de paix, refusant la fuite en avant vers l'apocalypse nucléaire contre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine et le soutien aveugle au régime pro-nazi de Kiev. Autant de forces qui, combattant l'extrême droite héritière des Maurras, Pétain, Laval et autres Jean-Marie Le Pen, souhaitent reconquérir la souveraineté populaire et l'indépendance nationale afin qu'adviennent les nouveaux jours heureux dont le peuple de France a plus que jamais besoin. Alors, soyons toutes et tous à la hauteur de cet enjeu historique et menons à bien cette alternative rouge et tricolore pour la France et pour tous ceux et toutes celles d'où qu'ils viennent, qui la font vivre jour après jour et nuit après nuit de leur travail. Je vous remercie. Alors, on va terminer, comme je le disais, par les formations communistes. Nous avions la présence de l'Association nationale des communistes avec Victoire Bèche, qui était présente parmi nous tout à l'heure et qui a dû partir précipitamment pour une urgence personnelle. Donc elle est évidemment excusée et je pense qu'on pourra publier la contribution de l'ANC à ce rassemblement sur le site d'Initiative communiste et puis le diffuser par tous ceux qui voudront le diffuser. Donc du coup j'appelle William Roger, qui est donc responsable national en charge de la reconstruction communiste. Oui, mais en charge de la reconstruction communiste au rassemblement communiste. Merci. Voilà. Merci. Chers amis, chers camarades, il y a quelques années, Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, dans un éditorial célèbre du magazine Challenge le 4 octobre 2007, article significativement intitulé « Adieu 45, raccrochons notre pays au monde », il écrivait ceci: « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. » Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Denis Kessler, il faut encore le citer, poursuivait. Ce programme est un compromis qui a permis aux gaullistes que la France ne devienne pas une démocratie populaire et aux communistes d'obtenir des avancées, toujours qualifiées d'historiques, et de cristalliser dans des codes des statuts des positions politiques acquises. Ce compromis, forgé à une période très chaude et particulière de notre histoire contemporaine, où les chars russes étaient à 2 étapes du Tour de France, se traduit par la création des caisses de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, l'importance du secteur public productif et la consécration des grandes entreprises françaises qui viennent d'être nationalisées, le conventionnement du marché du travail, la représentativité syndicale, les régimes complémentaires de retraite, etc. Cette architecture singulière a tenu tant bien que mal pendant plus d'un demi-siècle. Pourtant, elle est à l'évidence complètement dépassée, inefficace, datée. Elle ne permet plus à notre pays de s'adapter aux nouvelles exigences économiques, sociales, internationales. Elle se traduit par un décrochage de notre nation par rapport à pratiquement tous ses partenaires.
et le vice-président du MEDEF de l'époque de conclure. Il aura fallu attendre la chute du mur de Berlin, la quasi-disparition du Parti communiste, la relégation de la CGT dans quelques places fortes, comme condition nécessaire pour que l'on puisse envisager l'aggiornamento qui s'annonce. Ainsi, tel est le programme de la bourgeoisie dans cette nouvelle période historique contre-révolutionnaire ouverte par la disparition du camp socialiste à l'Est au début des années 90, qui mit fin à l'équilibre entre le capital et le travail qu'avait signifié à partir de 1945 la constitution d'un vaste camp socialiste adossé à l'URSS triomphante. Il s'agit pour les possédants, dit autrement il s'agit pour la bourgeoisie, de reprendre tout ce qu'elle avait dû céder dans la période historique précédente, née de la résistance et de la libération, née du Conseil national de la résistance. Par ces mots de Denis Kessler dans Challenge, que nous avons voulu longuement citer aujourd'hui, nous voyons ainsi en miroir toute l'importance du CNR et la nécessité sans cesse pour le mouvement ouvrier et populaire de s'imprégner de la nécessité de se battre pied à pied pour la sauvegarde des conquêtes sociales et démocratiques de nos anciens. Le programme du CNR était une digue, l'a laissé se fissurer et c'est le retour de la réaction noire, ultralibérale et fasciste. Bien sûr, la lutte de classe est multiforme et la conquête des esprits et des mots de l'adversaire est une facette indispensable pour une bourgeoisie décomplexée à l'assaut d'un mouvement ouvrier sur la défensive et sans direction révolutionnaire aujourd'hui. Ainsi, quand Emmanuel Macron, le provocateur, se rend le 8 mai dernier à la prison de Montluc, où a été enfermé Jean Moulin en 1943, pour célébrer, je cite, l'esprit de résistance des Français, il choisit volontairement de détourner nos héros, nos figures, nos moments fondateurs, comme Sarkozy qui en 2007 choisissait de rendre hommage au jeune martyr Guy Môquet. Il faut s'accaparer pour eux la mémoire pour mieux l'anesthésier. Nous ne sommes pas dupes. Nous voyons clair dans votre jeu de récupération mémorielle pour mieux en détruire la force du programme. Nous saurons bâtir le nouveau front de résistance antilibéral, antifasciste, eurocritique et anti-guerre. Nous saurons reconstruire un parti communiste révolutionnaire comme force motrice du Front populaire. Vive la mémoire du Conseil national de la résistance, vive les 80 ans de la réunion fondatrice du CNR. Merci. Oh, Dieu, que sauvons-nous, mais